de l'économie. Alors là, on a beaucoup parlé de la financiarisation. On va passer à un autre sujet. Oui, parce que la mondialisation est également est au banc des accusés dans cette histoire de désindustrialisation. Et alors, c'est clair qu'il y a une concurrence très violente entre les pays riches d'un côté et les pays pauvres et émergents de l'autre. Il y a un exemple là-dessus, c'est le cas Mittal. Alors, comment est-on passé d'Usinor, Sassilor à Mittal? On regarde. Les deux rois de l'acier français sont nés en 1948. Usinor, qui regroupe des maîtres de forge dans le nord, et Sassilor, entreprise familiale dans l'est. Ces hauts fourneaux permettent de transformer le minerai de fer en acier. Pendant 30 ans, ils tournent à plein régime. La demande d'acier est très importante, on en a besoin pour fabriquer des automobiles et de l'électroménager. Mais en 1974, la crise pétrolière ralentit brutalement la consommation. L'acier est en chute libre. Pour sauver Usinor et Sassilor, l'État nationalise les entreprises en 1982 et fusionne les hauts fourneaux sous le seul nom d'Usinor. Il réoriente la production vers l'acier haut de gamme et supprime 57 000 postes. À la suite de ces mesures drastiques, l'entreprise finit par redresser ses comptes. En 1995, les hauts fourneaux sont à nouveau rentables. Alors pour récupérer de l'argent, l'État revend Usinor à des banquiers et des investisseurs. Au même moment, la Chine s'industrialise, elle a besoin d'acier. Les prix flambent, l'acier vit un nouvel âge d'or. Le marché devient mondial. Les concurrents se multiplient. En Inde, un nouveau géant est en train de naître, le groupe Mittal. Pour faire face, l'Europe s'organise. Usinor fusionne avec le luxembourgeois Arbed et l'espagnol Aceralia. Arcelor est né, mais ça ne suffira pas. Mittal l'absorbe à son tour dès l'année 2006. Le nouveau groupe ArcelorMittal est un monstre d'acier présent sur les 5 continents. Et dans son chiffre d'affaires, les hauts fourneaux français ne représentent plus grand-chose, à peine 6,5%. En 2008, la crise économique ralentit la demande. On vend moins de voitures. Il y a trop d'acier produit dans le monde, les cours s'effondrent. Le groupe ArcelorMittal veut fermer les usines qu'il juge les moins rentables. En première ligne, Gandrange en 2008, puis Florange en 2012. L'État français cherche aujourd'hui à sauver les emplois. Mais ses moyens sont devenus limités, car en 60 ans, les anciens rois de l'acier français ne sont plus qu'une pièce parmi d'autres dans un empire mondial. Alors, Monsieur Gallois, c'est très bien vu en France de dire beaucoup de mal de Monsieur Mittal, investisseur indien qui tient pas toujours parole. Mais qu'est-ce qu'il peut faire, franchement, quand on voit qu'il y a 50% seulement des aciéries en Europe qui sont utilisées? Moi, je ne suis pas un spécialiste de la sidérurgie. Je constate évidemment que le marché ne va pas bien et que donc il apparaissent des surproductions. Est-ce que ces surproductions sont structurelles ou elles sont conjoncturelles? Si elles sont conjoncturelles, il faut à tout prix sauver les hauts fourneaux pour qu'ils puissent passer cette mauvaise période et redémarrer ensuite, parce que les hauts fourneaux de Florange ne sont pas des mauvais hauts fourneaux. Bien sûr, et le site de Florange est un site très intégré qui a des capacités assez fortes. C'était plutôt un assez bon site du groupe ArcelorMittal. Reconnu comme tel, mais en même temps, derrière, la production de voitures est en chute libre. Il y a un débat. Il y a ceux qui considèrent que c'est une crise conjoncturelle et que donc il faut garder les hauts fourneaux pendant cette période, et ceux qui considèrent que structurellement on va vendre moins d'acier en Europe et que donc il faut réduire les capacités en Europe, et c'est manifestement la thèse de M. Mittal. Oui, alors en même temps, M. Mittal, il a ramassé beaucoup d'argent public, Monsieur Mittal, c'est là que commence le problème. M. Mittal, il a un puzzle avec des usines dans le monde entier et il joue sur son puzzle. Oui, Patrick Piron. J'ai envie de dire, c'est que si on en est là aujourd'hui, ça montre quand même une faiblesse politique de l'Europe industrielle, une faiblesse, un manque d'Europe au niveau de l'industrie, parce qu'on a quand même laissé Mittal, mais ça pourrait être un autre, venir carrément ramasser tout l'acier en Europe. Et comme si l'acier n'était pas stratégique, comme ce n'était pas une matière transformée et transformable, qui est stratégique, même si on n'a plus de minerai en France. Et donc, c'est quoi la stratégie européenne pour garder une industrie de l'acier en Europe? Mais c'est quoi d'ailleurs? C'est quoi la stratégie européenne? Il n'y en a pas. Pas du tout. La stratégie industrielle européenne est très concentrée sur le fait d'éviter les sujets qui fâchent. Et donc il n'y en a pas. Je pense qu'il y a vous êtes bien placé pour le dire. Il y a un discours, il y a un discours, il n'y a pas de réalité encore, mais il y a au moins le discours. Alors essayons de prendre la Commission au mot et de lui demander d'appliquer son discours, parce qu'elle ne le fait pas actuellement.
Non, juste un point de complément. On ne sait pas effectivement si la chute est structurelle et conjoncturelle. Mais si vous êtes financier, vous vous dites que vous avez en tout état de cause intérêt à fermer le site. Pourquoi? Ou bien la chute est structurelle et vous avez eu raison. Ou bien la chute est conjoncturelle et quand la demande reviendra, eh bien vous ajusterez en montant vos prix. Et donc, vous gagnerez aussi très bien votre vie. Donc, au fond, c'est un pari où une approche financière conduit à faire le choix de la réduction de capacité dans tous les cas. On a signé un accord au mois de janvier 2011 qui intègre, et justement c'est pour contrecarrer votre raisonnement, et je vous le dis en toute amitié, c'est de dire, si on ne veut pas que la finance s'impose dans l'industrie ou dans toutes les entreprises, il faut qu'on gagne en anticipation, il faut qu'on gagne en transparence des informations, en termes de stratégie, que ça se discute, que les crédits d'impôt, que les subventions qui aident les entreprises se discutent entre les partenaires sociaux. Et ça, c'est pour contrecarrer ces raisonnements-là. Pour dire que demain, être capitaine de l'industrie, c'est pas que d'avoir une vision financière. C'est aussi d'avoir une vision stratégique sur qu'est-ce que c'est l'acier de demain, où c'est qu'il faut en avoir stratégiquement, mais j'ai envie de dire, c'est quoi l'indépendance énergétique de l'Europe, comment on réduit ou comment on améliore une énergie moins chère pour que nos entreprises soient plus compétitives, plus performantes. Il y a plein de sujets comme ça qu'on n'arrive pas à avoir un débat européen. Ils sont devenus fous. Oui, voilà. Philippe de Sertine. Moi, je crois vraiment que le sujet de la sidérurgie résume tout à fait ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le problème, notamment vis-à-vis de la finance. La solution, elle est clairement européenne. Et aujourd'hui, il y a eu un certain nombre de propositions sur lesquelles, aujourd'hui, l'Europe est en panne, faute d'accord, et en particulier d'ailleurs de la décision de M. Mittal, sur un certain nombre de logiques dans la production d'acier, notamment d'un acier propre, d'un acier écologique qui serait très différent de ce qu'il faisait jusqu'à aujourd'hui. La deuxième chose qui me semble très importante de rappeler, c'est que M. Mittal est monté précisément par la finance. Il a fait une OPA et on a laissé faire cette OPA, on n'a pas su la contrer, on n'a pas su justement gérer la finance. On peut évidemment déplorer tout ce qu'on veut sur la financiarisation, dire c'est terrible, dire les normes, elles nous tombent dessus et dire vraiment c'est pas normal, mais rien n'est changé, n'est modifié aujourd'hui. Aujourd'hui la finance, c'est une arme que l'on doit savoir utiliser. Il était possible de contrer M. Mittal au moment où il voulait acheter la sidérurgie européenne et française. Aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Néanmoins, la solution pour demain, la solution européenne, elle passera nécessairement par une capacité financière très forte. Et cette capacité financière, on peut la réunir, on a les moyens de le faire et il faut le décider. Ouais, et on a laissé faire. Après ça, regardez le malheur, le chagrin. J'ai une question, moi. Que vont faire nos gosses demain? J'espère qu'on va m'y répondre rapidement. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. C'est qu'on réponde à ça. Que vont faire mes gosses demain? Ouais. Qu'est-ce que vont faire les gosses demain? Je crois que c'est la question effectivement que tout le monde se pose. Et où vont les emplois industriels quand ils sont perdus? Regardez. Cette courbe traduit la disparition de plus de 2 millions d'emplois dans l'industrie française. En 1949, en pleine reconstruction, 5 millions de personnes travaillent dans l'industrie. La courbe poursuit encore sa hausse pendant la croissance des 30 Glorieuses. À partir de 1973 et du premier choc pétrolier, l'industrie entame un long déclin pour se rapprocher aujourd'hui de la barre des 3 millions d'emplois. Pourquoi ces emplois ont-ils été supprimés? Il y a 3 causes principales représentées sur cette illustration. En blanc, les emplois qui ont été externalisés. La maintenance ou la restauration, par exemple, qui étaient avant assumés par les entreprises industrielles et donc comptabilisés dans l'industrie, et qui sont maintenant souvent sous-traités et donc compris dans les services. C'est un quart des emplois disparus. En bleu, les emplois supprimés grâce à des gains de productivité, des machines plus efficaces ou une organisation différente qui ont permis de supprimer des postes. Cela représente un tiers des emplois disparus. Enfin en rouge, 13% d'emplois détruits par la concurrence étrangère, notamment par les délocalisations de la production. Si on fait la même ventilation sur une période plus courte, depuis 2000, on observe que l'externalisation est à peu près terminée, les gains de productivité représenteraient alors les 2 tiers des suppressions d'emplois et la concurrence étrangère presque un tiers. Mais attention, la direction du Trésor qui a fait cette étude souligne elle-même qu'il est très difficile de mesurer le réel impact des délocalisations. Et alors, évidemment, quand ils disparaissent, on peut aussi les retrouver dans les pays émergents ou dans les anciens pays pauvres de ce qu'on appelait le tiers-monde. Regardez la carte des délocalisations. Évidemment, il y a l'Inde, évidemment, il y a la Chine, il y a aussi des pays comme l'Égypte, la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie et le Brésil.
il faut surtout s'interroger aux conditions de la mondialisation. Et je constate que les entreprises, même les entreprises de taille intermédiaire qui réussissent, sont celles qui sont partiellement en France et partiellement à l'étranger. Maintenant, on ne peut plus être totalement en France. Il faut qu'on soit près de son marché et également en France, près de ses centres de recherche, près de ses centres de décision. Je constate d'ailleurs que les Allemands ont une stratégie beaucoup plus coordonnée, cohérente que la nôtre. Les Allemands conservent sur le sol allemand les chaînons essentiels, ceux qui représentent de la très haute technologie, ceux qui représentent du risque, ceux qui représentent de la capacité à gérer la relation avec les clients, les chaînes d'assemblage. C'est-à-dire peut-être aussi ceux qui ne pèsent pas trop en termes de coûts. Et ils ont su gérer cela. En France, on a eu une tendance à délocaliser complètement certains processus de production. Je pense qu'il faut qu'on regarde cela. Mais je ne pense pas qu'il faille attribuer à la délocalisation tous les maux de l'industrie française. Parce que l'industrie française, elle a fait moins bien ces 10 dernières années que l'industrie allemande, que l'industrie autrichienne, que l'industrie suédoise ou que l'industrie hollandaise, ou même que l'Italie du Nord. Donc regardons d'abord pourquoi nous avons fait moins bien que les autres pays européens. Ouais, ça, évidemment, tout le monde sera d'accord avec ce raisonnement, mais il n'en reste pas moins vrai que la Chine et l'Inde produisent moins cher que nous, n'est-ce pas, Julia? Si on regarde la Chine et l'Inde et par exemple le niveau du salaire minimum, on voit qu'un Indien va travailler pour moins de 100 € par mois, quand un Français va travailler pour un peu plus de 1 000 € par mois. Pour autant, Monsieur Gallois, je partage tout à fait votre raisonnement et tout ne peut pas être attribué aux différences de coût du travail. La preuve en est, si l'on compare le coût horaire du travail en France et en Allemagne, on s'aperçoit que le coût du travail est légèrement supérieur en Allemagne qu'à ce qu'il est en France. Alors forcément, on va me dire, oui, mais c'est parce que les Allemands, ils sont meilleurs, ils sont plus compétitifs, ils produisent de meilleures voitures. En 1 heure du travail, un Allemand produit plus qu'un Français. Bien à nouveau, vous avez raison de hocher la tête parce que c'est faux. Si vous regardez la productivité horaire d'un travailleur allemand et d'un travailleur français, un Français, cocorico, produit plus en 1 heure qu'un Allemand. Alors certes, il y a les 35 heures. Les Français produisent plus en 1 heure, mais chaque semaine, ils travaillent moins que les Allemands. Regardons donc la productivité par travailleur français chaque année. Eh bien, un travailleur français produit chaque année 85 000 €, alors qu'un travailleur allemand produit environ 75 000 €. Et à nouveau, les Français font mieux que les Allemands. Sur un point seulement, parce qu'on ne peut pas être que positif, si l'on regarde la productivité par tête, donc par Français cette fois-ci, plus par travailleur français, alors on s'aperçoit que les Allemands font légèrement mieux que les Français, mais c'est parce que les Français commencent à travailler plus tard et ils s'arrêtent de travailler plus tôt. J'ai eu à gérer Airbus, qui a une chaîne d'assemblage d'A320 à Toulouse et une chaîne d'assemblage d'A320 à Hambourg. On a fait toutes les analyses qu'on pouvait sur la productivité, sur les coûts. On n'a jamais vu la moindre différence. Et pour Airbus, produire un Airbus à Toulouse ou produire un Airbus à Hambourg, c'est neutre. Agnès Benassi-Kéré. Oui, je ne voudrais pas que ceux qui nous regardent considèrent que les hausses de productivité détruisent de l'emploi. C'est vrai que depuis 1970, le volume de la production industrielle a doublé en France. Par contre, l'emploi dans l'industrie manufacturière a été divisé par 2. Et donc, comment c'est possible? Eh bien, la productivité a été multipliée par 4. Est-ce que ça détruit des emplois? Oui, dans l'industrie manufacturière, et encore, on peut aussi le réallouer dans d'autres industries naissantes. Mais surtout, ça veut dire que les produits qui sont fabriqués, les voitures, coûtent moins cher relativement aux autres produits. Et du coup, les ménages réallouent leur consommation sur d'autres produits. C'est là que ça crée des emplois. Donc oui, les gains de productivité créent des emplois. Il faut vraiment en avoir conscience et ne pas considérer qu'introduire des machines dans des entreprises va détruire des emplois. Ah, c'est vrai ça. Moi j'aime bien ce qu'elle dit. Agnès Benassi-Kéré vient de dire. Parce qu'elle dit oui, la gain de productivité, ça détruit des emplois à certains endroits, mais ça permet d'en créer ailleurs parce que ça élève le niveau de compétitivité. Et ce qui nous manque depuis le début, c'est qu'on s'intéresse aux très grandes entreprises et pas du tout à la richesse du tissu industriel français qui est constitué de PME innovantes qui se développent. On y vient. C'est ça qui est important, c'est là-dessus. Il y a des tas, moi je connais des entreprises. Prenez Tuan, une entreprise du textile, de textile technique de Saint-Étienne qui marche du feu de Dieu, admirablement dirigée. Vous avez des tas d'entreprises qui sont en train d'émerger. C'est ça qu'il faut regarder. Et ils émergent
elles émergent justement parce qu'on a été capable de faire des gains de productivité. Vous nous ailleurs. faites du bien, là, avec cette foi, Voilà. cet enthousiasme. Mais bien sûr. Bah oui, c'est bien, sûr. c'est bien, Patrick Pierron. Oui, mais je crois que c'est important de dire que 80% de l'industrie sont issus, c'est des PME, c'est énorme. Et que la France, industrie, et je pense qu'on est rattrapé par notre histoire. Parce que la France d'après-guerre, elle s'est fait autour de grands groupes, parce qu'il a fallu reconstruire le pays, et qu'on a fait des fleurons. Il y a eu Renault, il y a eu EDF, il y a eu Gaz de France, il y a eu... Aérospatial. Aérospatial, enfin, on a fait des public. fleurons. Et on n'arrive pas à se sortir de cette culture de dire, eh ben, on a des politiques de soutien des grands groupes et on oublie complètement ce qui fait la vitalité de l'emploi, qui est les petites et moyennes entreprises et qui sont souvent donneurs d'ordre ou fournisseurs des grandes entreprises. Et y compris ce qui compensera le gain de productivité, j'ai envie de dire, c'est qu'il faut arrêter de revoir l'industrie comme on le voyait dans les années 50, essentiellement sous l'angle de la production. L'industrie et les services, ça va de pair. Aujourd'hui, il y a du Vélib, il y a du Lotolib, il y a du service usager. Donc, industrie et services, c'est une vision globale qu'il faudrait. Moi, je suis venu avec 4 entreprises. Inside Secure, Aix-en-Provence, croissance météorique. Ils sont dans les circuits intégrés et logiciels embarqués. Axon Cable, Champagne-Ardenne, 1700 salariés, 600 à Montmirail, plus 40% en 2011 à l'international. Nexeia, ingénierie industrielle, plein développement. Actéon, équipement et consommables dentaires, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'équipement des dentistes, 700 salariés, la moitié en France, mais parce que ces entreprises, presque toutes, elles sont implantées dans les deux. Mais ce sont les emplois à l'étranger qui permettent aussi de nourrir les emplois en France. Moi, je vous dis, ce sont les entreprises qui marchent du feu de Dieu, et ça me rend optimiste. Monsieur Gallois, vous nous avez fait du bien, merci. Grâce à vous, on avait eu un peu de lumière au fond du tunnel.